Bonjour et bienvenue à l'Indépendant pour le quatrième épisode de notre série sur le canal de Perpignan, série que nous faisons en collaboration avec Dylan Planck, qui est doctorant à l'Université de Perpignan, qui travaille sur le canal, qui est également chargé de mission chez Veolia. Aujourd'hui, pour ce quatrième épisode, nous avons un invité. Cet invité, c'est Nicolas Garcia. Il est vice-président du département des Pyrénées-Orientales, mais il est ici avec nous au titre de président du syndicat des nappes du Roussillon, des nappes phréatiques, pour parler évidemment de l'eau. Et on va explorer avec lui un aspect particulier de l'histoire du canal. Donc on reprend l'histoire de ce canal. Jusqu'ici, on vous a parlé donc de cet ouvrage médiéval de 35 kilomètres qui achemine l'eau de la Tête vers Perpignan. On a vu les conflits d'usage, on a vu le rôle économique qu'il a joué. Et là, aujourd'hui, on va venir sur la façon dont il a, pendant très longtemps, eu pour fonction principale d'apporter de l'eau potable à Perpignan. C'est bien ça, Diane? Oui, comme on a déjà vu dans les épisodes précédents, ce canal, donc outre l'irrigation, avait ce rôle d'amener l'eau à la ville de Perpignan pour la population. Et on l'a déjà un peu abordé dans les derniers épisodes, c'est que en fait, face au développement du bassin, forcément, il y avait des nécessités de trouver un peu plus d'eau et de toujours plus en plus, plus en plus. Et donc, face aux évolutions techniques, l'augmentation de la population, certaines exigences aussi économiques, on a dû chercher d'autres solutions. Et donc, on a essayé de se moderniser un petit peu. On a été notamment les premiers éléments de modernisation, ça a été chercher l'eau dans les nappes. On avait fait notamment appel au puits artésien en 1846 avec Pierre-Pascal Fauvel de mémoire. On va dire cette innovation, c'était essentiel et c'était un peu un tournant dans la place qu'avait ce canal pour l'approvisionnement en eau de la ville de Perpignan. Un autre élément majeur qui est aujourd'hui très peu connu, c'est en fait, on a vu qu'il y avait différents canaux sur le territoire, que le canal de Perpignan puisait son origine dans le canal de Tuire. Et il y a un autre canal qu'on n'a pas trop abordé, c'est le canal de Corbert. Et ce qu'il faut savoir, que c'est ce canal, si je ne dis pas de bêtises, a sa prise en amont des deux autres. Et en fait, la ville de Perpignan, en 1857, va faire le choix d'acheter ce canal dans un but d'alimenter son propre canal, donc le canal de Perpignan. L'idée, c'était, vu que face aux sécheresses ou aux difficultés liées justement, comme on avait vu, avec les conflits d'usage et dérives qui pouvaient exister, il y avait de moins en moins d'eau dans son propre canal. Et l'idée, c'était de combler ces manques avec l'utilité du canal de Corbert. Et donc, ils ont acheté ce canal en 1857 et ça a duré très peu de temps parce qu'il y a des droits d'eau qui sont vite interposés. Il y a eu quelques questions juridiques qui sont amenées sur le sujet. Et c'était surtout un gouffre financier énorme. Déjà, gérer un canal, c'est très coûteux. Gérer deux canaux, c'était encore plus coûteux. Il y avait très peu de rentrées d'argent. Et donc, en 1880, la ville va faire le choix d'abandonner cet autre canal et vont vendre par lot. Donc, il y avait les moulins d'un côté, le canal de l'autre et les droits de l'autre. Et donc, ils vont décider de vendre ce canal parce que voilà, il y a d'autres solutions qui sont apparues, et notamment ce qu'on appelle le projet Fontinal, qui est l'un des plus gros projets, on va dire, modernes sur la gestion de l'eau. Et ce projet Fontinal, c'est quoi? Il démarre, on va dire, sur les papiers vers les années 1866. L'idée, il a fallu à peu près 20 ans pour que les premières solutions soient vraiment concrètes. L'idée, c'est d'aller chercher de l'eau dans les nappes phréatiques. Donc, on a été... Ouais, On a, c'est une nouveauté. à la Jusqu'ici, l'eau venait par le canal. C'était de l'eau qui arrivait de la montagne, en fait. Elle arrivait de la tête. Et puis finalement, C'est là, ça. on va chercher l'eau dans le sous-sol. Concrètement, là, c'est vraiment une innovation vraiment majeure et qui va petit à petit mettre à l'écart ce canal de Perpignan. Et il a fallu à peu près une vingtaine d'années pour que les solutions soient vraiment très concrètes. On a cherché de l'eau dans les nappes du Soleil, de Saint-Féliu, etc. Et au final, c'est à Pézilla que, on va dire, les premières eaux sont vraiment a été cherchées, et l'eau a été amenée sous pression dans les maisons en 1800. Je vérifie mes notes. 1886 précisément, dans les rues de Perpignan. Donc il a fallu vraiment une vingtaine d'années pour que tout s'imbrique. Et en 1890, il y a les premiers châteaux d'eau qui apparaissent, un deuxième 60 ans plus tard. Et on voit toutes ces innovations, on va dire, techniques qui vont se mettre en place. Et où se place aujourd'hui ce canal par rapport à toutes ces innovations? Il va être petit à petit délaissé. On le voit bien dans les délibérations municipales. Un canal qui était, on va dire, discuté régulièrement, on va le voir de moins en moins apparaître dans les questions centrales. Ça va être vraiment, et surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale,
où là, ça va vraiment être une politique de maintien et de continuité. C'est vraiment, il existe, on l'entretient de manière très À minima, sommaire. on pourrait dire. Voilà, il n'y a plus vraiment d'innovation technique autour ou des grandes questions comme on a pu voir dans les siècles précédents sur la question de l'affermage ou non, etc. Et à partir de là, il va falloir attendre les années 1900, fin 1960, 70 pour que ce canal soit remis au cœur d'une actualité vraiment très départementale, où là, la question s'est posée de relier justement le développement du barrage de Vinça avec la retenue de Villeneuve-de-la-Raho par ce canal gravitaire et c'était la solution qui a été donc, adoptée. Et on a vraiment remis ce canal au cœur d'une actualité grandissante. Oui, Nicolas Garcia, on en arrive effectivement à ce moment important dans les années 70 où le département adopte un schéma global de gestion de l'eau avec des retenues d'eau, notamment la plus importante, c'est celle du barrage de Vinça, donc sur la tête, juste au niveau de Prades, Vinça, par là, au débouché, on va dire, de la montagne. Et on relie, pour relier cette retenue d'eau de Vinça à la retenue de Villeneuve-de-la-Raho, on utilise le canal de Perpignan. Un petit mot justement sur la fonction de ces deux retenues d'eau, Vinça, Villeneuve-de-la-Raho. Ben, la fonction de l'ARAO, la première fonction de l'ARAO, c'est de stocker de l'eau pour l'agriculture, puisqu'on avait une zone entre la tête et le TEC, avec une forte agriculture, avec une conversion vers le maraîchage et l'arboriculture qui nécessitait de l'eau. Donc il y a eu cette idée de le faire. Et d'ailleurs, ce canal, je pense que l'historien que vous êtes a résumé, mais ce canal a continué à avoir toujours une fonction d'arrosage, il l'a encore, de jardin. Oui, le long de son tracé. Et après. Et après la bifurcation Mas-Bresson, il y a bon, de moins en moins, mais il y a de l'arrosage qui va jusqu'à ce qu'il se rejette dans la tête, puisque le canal se rejette ensuite dans la tête. Oui, et donc ce plan d'eau de la Rao, qui à l'origine devait être relié par un tuyau, hein, et aussi à Caramani, c'est comme ça qu'il devait être fait après, pour des raisons, je pense, d'économie, parce que ça a dû coûter très cher au départ. On a utilisé le canal de Perpignan pour faire cette liaison entre la tête et la Rao. Alors, je pense qu'à l'époque, on a gardé cette fonction au canal de Perpignan parce que, raison d'économie, mais aussi parce que on n'était pas frappé par les sécheresses comme on est frappé maintenant, et ce que était capable d'amener le canal suffisait au prélèvement que pouvait faire l'agriculture dans le lac de la Rao. Là, aujourd'hui, avec la sécheresse qui est de plus en plus longue et qui vient de plus en plus souvent, avec une agriculture aussi qui s'est développée avec des grandes exploitations, etc., bien, là où on pompait 2 millions de mètres cubes, on en pompe 5. Et donc, il en faut plus. Et le canal, tel qu'il est fait, tel qu'il est entretenu, ne suffit pas ou ne suffit plus si on n'a pas une organisation. Cela dit, il a une fonction aujourd'hui qui continue à être très importante, en plus du fait qu'il alimente les nappes dans lesquelles on pompe de l'eau. Oui, ça aussi c'est important à signaler. On a vu donc au tournant de la fin du 19e siècle, on a été chercher l'eau potable dans les nappes phréatiques. Aujourd'hui, la difficulté de la plaine de Roussillon, c'est qu'avec la sécheresse, ces nappes ont des réserves qui sont beaucoup trop basses et ça devient inquiétant. Mais effectivement, pour alimenter ces nappes, on se rend compte que le canal de Perpignan, mais tous les autres canaux d'irrigation du département, par infiltration, alimentent les nappes. Au-delà de ça, si je peux me permettre, on fait des expérimentations, on vient d'en faire sur le TEC, on en fait sur la tête. On envoie dans des oueds, on va dire, hein, dans des rivières qui sont asséchées, on envoie le canal, hein, qu'il soit celui de Corbert, on envoie le canal pour réalimenter, pour recharger la nappe. C'est une sorte de réservoir qui ne coûte rien, où on ne doit pas exproprier, etc. On stocke sous l'eau. Voilà, c'est la réalimentation des nappes. Ce sont des expérimentations qu'on fait avec l'agence de l'eau, financées par l'agence de l'eau, avec les services de l'État, de façon à faire en sorte que quand il y a de l'eau dans Vinça, parce qu'il arrive des moments où il y en a et on est obligé de l'évacuer vite fait pour pas qu'il y ait d'accident, et bien plutôt que de l'envoyer à la mer quand il y en a suffisamment, on peut l'envoyer dans les nappes au travers de canaux, et Perpignan peut servir aussi à ça,
sur son trajet, puisqu'il n'est pas, bétonné partout, quoi. Oui, et l'eau s'y infiltre. C'est bien ça, Dylan? C'est bien ça. Et d'ailleurs, justement, c'est une question qui existait déjà par le passé parce que déjà en 1967, faut s'imaginer qu'il y a déjà la Compagnie Générale des Eaux qui a donc un contrat avec la ville de Perpignan et on lui oblige déjà en 1967 de réinjecter justement, de réalimenter la nappe du Mascomte à travers le canal de Perpignan. C'est dans son cahier des charges. Ah ouais, Donc, ça existait, ce ça type de existait déjà. solution ont déjà existé dès les années 60. Donc, on voit bien quand même que, quelles que soient aujourd'hui les limites de l'outil, cet outil qui a 5 ou 6 siècles a encore une fonction, a encore une utilité. Oui, on voit bien que nos ancêtres, ils étaient malins, hein, ils n'avaient pas tous les éléments que nous avons aujourd'hui techniques, mais en tout cas, ils avaient compris comment ça fonctionnait. Et donc, ils ont fait des ouvrages qu'on a intérêt à maintenir. Et d'ailleurs, dans ce département, si on mettait bout à bout, ça c'est intéressant, je crois, les canaux, on pourrait aller de Dunkerque à Algésiras, puisqu'il y a 3000 km de canaux 3000 km de canaux. sur le département. Ouais. Alors, petit, grand, bien géré, mal géré, abandonné, mais il y a 3000 km de canaux et parfois millénaires. Revenons à Villeneuve-de-la-Raho. Aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt du lac de Villeneuve-de-la-Raho? Ben, aujourd'hui, c'est une réserve en eau pour l'agriculture. Alors, bon, il y a l'élément touristique, on ne peut pas le nier. Il y a 1 million de visiteurs, mais ça n'a pas été fait pour ça. Mais il y a. C'est appréciable. Enfin, Oui, c'est c'est appréciable. C'est un poumon économique aussi. Et puis, c'est pour les habitants, notamment de Perpignan, c'est pas qu'un poumon économique, c'est aussi un lieu de détente, c'est aussi un lieu où on peut de loisirs. Voilà, c'est intéressant. Mais c'est surtout une réserve pour l'agriculture. C'est aussi une réserve ornithologique. Il joue aussi un rôle, puisqu'il y a trois lacs en fait en un, et il joue aussi un rôle donc, pour la biodiversité. Et puis si on arrive à l'alimenter, d'où l'idée d'une alimentation régulière qui nous permette d'avoir un niveau autour de 15 à 17 millions presque permanent, c'est aussi la possibilité, demain, en cas de forte pénurie, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a sous les pieds, et les nappes, surtout les nappes pliocènes, c'est impossible de savoir combien il reste d'eau dedans, hein. Personne ne le sait aujourd'hui. Et donc, ça peut être une réserve de 5-6 millions de mètres cubes qu'on pourrait potabiliser et utiliser pour l'eau potable. 5-6 millions de mètres cubes, c'est l'équivalent des 15 communes, par exemple, qui composent la communauté de communes Albert-Côte-Vermeil, Libéris, avec Argelès, Elne, etc. Donc, c'est pas rien. Et il peut avoir cette fonction, d'où l'idée de le maintenir réellement et de pas qu'il ne soit pas menacé comme il a été en 23 et en 2023 et en 2022, 2023 et partie 2024, il était très, très, très bas, quoi. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il a été réalimenté par le canal de Perpignan. Exactement, il a fallu qu'on ait des réunions avec la préfecture qui nous a mis autour de la table. Et là, aujourd'hui, tout le monde y met du sien, tout le monde a compris l'enjeu de la RAO et le rôle que pouvait jouer le canal avec ses imperfections. Et cette année, on a pu rentrer, il a plu un peu plus aussi, mais on a pu rentrer plusieurs millions de mètres cubes qui font qu'aujourd'hui, on a on a un an d'avance pour l'agriculture et pour l'environnement. Dylan, justement, quand on parle justement de ces moments un peu difficiles de 2022, 23, 24, là, au pire de la sécheresse dans le département, où quand même on a pu mettre un peu tous les acteurs autour de la table, mais ça rappelle un petit peu ce qu'on raconte pratiquement depuis le début, c'est-à-dire qu'avoir la circulation de l'eau, c'est en permanence de la négociation, c'est des conflits, c'est des résolutions de conflits, c'est une gestion politique, on va dire, de l'eau. Oui, on est clairement sur une gestion politique et puis c'est un bien commun aujourd'hui l'eau, donc tout le monde en a besoin, tout le monde veut sa part, c'est logique parce que on en a besoin pour l'économie, on en a besoin pour survivre et donc ça a toujours été, les conflits d'usage ont été multiples et comme on l'a déjà dit dans les précédents podcasts, c'est aujourd'hui il y a des nouveaux conflits d'usage notamment avec Villeneuve, cette question justement entre le département, la ville de Perpignan, les ASA, la question aussi écologique avec les questions sur j'ai perdu mes mots, sur les niveaux d'eau de la tête, etc. Ouais, Donc c'est le débit minimal c'est demandé ça. à la tête pour justement
pour des raisons environnementales, qui est dans la loi d'ailleurs, hein. Je crois que c'est Oui, dans la loi tout à sur fait. l'eau. La loi sur l'eau établit un minimum de débit, hein. C'est ça, et tout ça, ça a amené des nouvelles questions, et c'est toujours dans les difficultés que certaines questions apparaissent. Et c'est là qu'on voit que la population s'empare du sujet aussi, parce qu'on le voit, moi, ma thèse a commencé justement vers les années 2022, donc j'étais en plein dans ces questions-là, et on voyait tout le monde sur les réseaux sociaux se poser plein de questions, dire des choses qui étaient totalement fausses. Exact. Et en fait, d'où l'intérêt aussi de la médiation, expliquer à la population, d'où ma deuxième partie de thèse, où l'idée, c'est de donner les clés d'interprétation pour la population, pour comprendre d'où on est parti. Et c'est ça que j'aime bien à travers l'histoire, c'est comprendre où on était avant et aujourd'hui où c'est qu'on est arrivé et à quoi l'histoire peut servir auprès de la population pour l'expliquer et faire comprendre que c'est pas si simple que ça, au fait. À comprendre les enjeux, ouais. Villeneuve aussi a une fonction, on en parlait dans un épisode précédent, il a une fonction de lutte contre les incendies. Il faut que le niveau, je crois, soit suffisant pour Bien que sûr. les Canadaires puissent s'y poser. J'imagine que même les citernes se réalimentent à Villeneuve. Donc il y a cet aspect-là aussi quand même, parce que qui dit sécheresse dit risque d'incendie, donc besoin d'eau. C'est aussi un des aspects c'est aussi un des aspects du sujet. C'est le cas pour Vinça et pour la Rao. En fait, il y a une côte en dessous de laquelle on ne peut pas descendre ou alors on ne peut pas lutter efficacement contre les incendies puisqu'on est obligé d'aller chercher de l'eau plus loin. Et la préfecture qui gère le barrage de Vinça, nous gérons le barrage de Vinça, mais le règlement de l'eau, c'est les services de l'État qui l'ont. Et donc, il y a toujours la cote, je crois que c'est 221, qui doit être maintenue pour que les Canadaires puissent aller chercher de l'eau. Et c'est le cas aussi de la Rao. Et d'ailleurs, 2022, je crois que c'était 2023, on est descendu trop bas pour que les Canadaires puissent aller à la Rao. Et bon, on n'a pas eu d'incendie trop près de cette zone, mais si on avait eu quelque chose d'énorme dans cette zone-là, ça nous aurait fait des fois. On lutte moins efficacement contre l'incendie quand on ne peut pas se servir de la Rao. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Autre question aussi qui est posée par Vincent, parce que là, on a parlé beaucoup de l'eau, mais il y a la question des inondations. Vous parliez du lâcher des eaux, de la pression qui pèse, par exemple, sur la préfecture, à qui, quelquefois, on a beaucoup reproché la première année de sécheresse d'avoir lâché beaucoup d'eau à Vincent. Mais il faut savoir que Vincent, Caramani sont d'abord faits pour réguler les inondations qui sont potentiellement très fortes ici dans le département. Ben, ils ont la double fonction d'écrêteur de crue et de soutien d'étiage. Et ça, c'est pas facile à gérer parce qu'on a on ne change pas d'avis tous les ans. Hein. Donc, on a un niveau qui est maintenu. Mais je n'ai eu de cesse que de le dire et de le redire. Je ne vais pas encore me faire trop d'amis là, mais quand le reproche qui a été fait à la préfecture, en fait, Christian Bourquin, à l'époque, président du département, avait instauré, ce qui n'est pas du tout obligatoire, un comité barrage. C'est-à-dire que tous les mois, il y a les acteurs de l'eau qui se réunissent pour discuter des lâchers d'eau dans les barrages Caramani ou Vinça. Et la préfecture a l'habitude d'écouter, même si c'est elle qui a la main, a l'habitude d'écouter et en principe, elle répond aux demandes des uns et des autres. Et la période de sécheresse a fait que on nous a demandé de lâcher de l'eau quand il ne fallait pas en lâcher, au comité barrage. Alors bon, je ne vais pas revenir sur qui c'était, etc., mais ce sont ceux qui se sont plaints après qui l'ont reproché ensuite à la préfecture. Parce que précisément la question de l'eau, elle est... Bon, je m'en suis aperçu parce qu'on m'a confié cette responsabilité, je n'étais pas spécialiste, mais elle n'est pas facile à gérer. Elle n'est pas facile à gérer. Parce que par exemple, quand on a eu Gloria, la prévision, c'était même pas 3 jours avant. Et on a dû lâcher en catastrophe, parce qu'on avait un peu trop d'eau dans ça, on a dû lâcher en catastrophe, ce qui a causé des dégâts à l'aval du barrage qu'on a dû indemniser et qui aurait pu être dangereux. Donc, c'est toujours une gestion au scalpel. Et les gens, les consommateurs, les usagers, eux, ils regardent à l'aune de leur porte, quoi. Et je peux le comprendre. Donc, ces comités barrages sont intéressants parce qu'il y a des débats, parfois, on va dire, corrects, mais virils. Et on arrive à se mettre d'accord. Et je crois qu'il y a une qualité d'écoute. Alors, je ne vais pas dire qu'elle est unique en France parce que je ne sais pas trop comment ça fonctionne ailleurs, mais en tout cas, c'est très spécifique à ce département.
la préfecture et le département ne se mettent pas d'accord pour gérer les barrages sans comité de pilotage et sans écouter tous les acteurs autour de la table. Et souvent, c'est à la demande soit de l'Union des canaux, soit du monde agricole que nous faisons des hachés ou pas. Et ils sont entendus. Bon, on a eu encore un comité ressources il n'y a pas longtemps sur le TEC. Les gens qui gèrent les canaux et les agriculteurs étaient inquiets du fait qu'on mette en crise ces nappes. Eh bien, la préfecture et les services de l'État ont dit, écoutez, s'il y a un niveau d'eau sur le TEC, on vous donnera la permission de réalimenter les canaux. C'est l'intérêt de tout le monde. Et donc, oui, il y a un débat. Et ça, c'est quand même nouveau, il faut le noter, depuis 2022, y compris l'échange entre la ville de Perpignan et le département, arbitré un peu par la préfecture, pour la gestion du canal, le fameux canal de Perpignan dont vous parlez depuis quelques émissions. Bah oui, voilà. Parce que ce canal, Dylan, on revient un petit peu, et ce sera le thème de notre prochaine émission d'ailleurs, on revient à sa principale particularité, c'est qu'il est géré par une ville. Il est géré par une ville depuis plus de 5 siècles. Hein, c'est ce qu'on a. Et ça donne à la ville finalement une responsabilité qui va largement au-delà de la question de Perpignan, puisqu'on voit bien que c'est plus l'eau potable qui arrive par ce canal, il sert à autre chose. Et effectivement, c'est un des enjeux du canal pour l'avenir. La ville a un rôle clé dans toute cette gestion et dans les négociations aussi justement avec le département, avec les ASA, les agriculteurs, etc. D'où les différentes réunions qu'il y a eu depuis 2022 avec différentes personnes autour de la table. Donc j'ai pu participer d'un point de vue extérieur juste pour analyser ce qui se passait et c'était très enrichissant justement de voir les débats et concrètement ce qu'il se passe, la réalité du terrain que les gens n'ont pas forcément de premier abord. On voit, comme on l'a dit, des fois on voit juste une infrastructure, on voit de l'eau qui coule, après on se dit bah, c'est facile, il suffit de lâcher de l'eau, mais c'est pas si facile que ça. Ouais. Et voilà, il y a tout un équilibre, comme a dit Monsieur Garcia, à trouver. Et c'est pas évident, les gens comprennent pas, comme on l'a dit, qu'on lâche de l'eau alors qu'on en a besoin, mais en fait si on le lâche pas, bah, le barrage peut aussi à un moment donné se casser. C'est très complexe, la ville a un rôle clé à jouer là-dedans, et là, comme je l'ai déjà dit dans le précédent épisode, elle a surtout aussi un rôle aujourd'hui à jouer dans la médiation et expliquer à la population qu'est-ce qui se passe concrètement autour de ce canal et à quoi il peut servir, à quoi il sert, à quoi il servait aussi. Et tout ça, elle a un rôle à jouer justement sur l'aspect culturel, éducatif, aussi touristique, parce qu'on est quand même un territoire très touristique et aussi ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Dernière question, et on arrêtera là, justement, Nicolas. Vous avez pour projet de faire un tuyau souterrain qui relierait justement Vinça à Villeneuve-de-la-Raho et qui donc remplacerait cette fonction très ancienne du canal, qui n'est pas si ancienne, puisqu'on vient de voir que ça date des années 70, mais qui remplacerait cette fonction du canal. Quel est l'intérêt de faire le tuyau? On peut passer beaucoup plus d'eau, c'est beaucoup plus... Oui, on peut passer beaucoup plus d'eau avec, en toute sécurité. Pas beaucoup d'entretien. Hein, et donc, il ne s'agit pas de prendre de l'eau à qui que ce soit. Le canal doit continuer à avoir une fonction d'alimentation pour l'arrosage, pour remplir les nappes, etc., pour la biodiversité. Les niveaux de la tête et le monde agricole aussi. Donc, par contre, à des moments où il pleut, et il y a des moments où il pleut, et souvent il pleut beaucoup, l'eau qu'on envoie dans la tête qui va dans la mer et qui sert ni au milieu, ni au monde agricole, ni au canot, elle pourrait être envoyée directement dans un FISA, un FISA 50, donc, pour remplir et assurer à la RAO un remplissage important toute l'année, ce qui pourrait aussi constituer cette réserve d'eau potable pour demain, mais qui nous mettrait à l'abri des crises que nous avons eues en 22, 23 et à partir de 24, où on pensait même se retrouver dans une situation catastrophique de pouvoir le traverser à pied, quoi, pour dire. Donc, oui, je crois que c'est très important. Ça a été pensé par ceux qui ont pensé Vinça à l'époque. Hein. C'est pas moi c'est pas né dans ma tête. C'est à l'étude. On ne fera pas ça sans discuter avec tout le monde. En plus, comme je fais basculer des masses d'eau d'une vallée à l'autre, il y a l'enquête nationale. Enfin, c'est tout un processus qui va être long. Mais je crois que c'est une très bonne chose pour le monde agricole en premier lieu, pour le monde agricole, pour avoir une réserve d'eau potable aussi, de cette zone-là qui est un peu entre le TEC et la tête, un peu délaissée. Et en même temps, c'est une protection de la nappe, parce que les gens qui sont alimentés par la RAO
on leur demande de ne pas pomper dans la nappe. Et donc, on protège la nappe, notamment en pliocène, parce que beaucoup pompent dans le pliocène, c'est-à-dire la nappe qu'on doit protéger parce qu'elle ne se renouvelle pas vite, et aussi le quaternaire. Donc, pour moi, on verra ce que ça va donner à la fin de l'étude et à la fin des échanges, mais pour moi, c'est une excellente idée qu'avaient eu nos anciens. Ils ne l'avaient pas mis en œuvre parce que ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, ça s'avère nécessaire. Personne ne peut plus nier le réchauffement climatique. Et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Voilà. Et l'année prochaine, on peut avoir une année pluvieuse ou une année de sécheresse, mais on sait qu'en tendance, on est dans une période où ça va. Oui, ce genre voilà, de sujet vont se reposer très vite. Et les droits d'eau, moi j'aurais aimé lui poser une question à un historien. De quand datent les plus anciens droits d'eau? Parce que ça, c'est vachement. Ça dit quelque chose sur l'importance de l'eau. Dans le départ, En général, les droits d'eau, et il s'impose encore aujourd'hui les droits d'eau à tout un tas de projets. Ça sera le mot de la fin, d'ailleurs, Oui. parce qu'on arrive au bout. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'époque médiévale, mais il faudrait voir l'origine des premiers canaux. Si je ne dis pas de bêtises, il y en avait dès le 9e siècle, donc il y a des droits d'eau qui avaient été acquis dès cette époque-là. Sur le canal de Perpignan en particulier, je ne saurais pas exactement vous dire aujourd'hui, mais c'est des droits qui sont très anciens et qui, comme j'ai déjà dit dans des épisodes précédents, qui sont liés au terrain, pas un propriétaire en particulier, donc ça se transmet de génération en génération, de propriétaire en propriétaire, et ils sont encore aujourd'hui actifs pour celui qui veut le faire valoir, etc. Donc, et c'est là toute la complexité aussi de retrouver, et là il y a eu des questions justement à certaines périodes, de qui a des droits réellement sur ce canal de Perpignan. À un moment donné, justement avec l'époque Horry, là on avait voulu tout renouveler, et réédifié, etc. Il y a eu beaucoup de zouilles, là, donc on avait expliqué. Époque Horry, 18e, hein, c'est ça? Ouais, 18e. Et donc au final, on avait voulu réguler tout ça, on avait supprimé plein d'ouvertures, et au final, ça s'est refait petit à petit avec avec des choses pas très forcément toujours légales, et aujourd'hui qui sont admis forcément avec ces questions de droit. Et donc c'est très ancien et c'est toujours d'actualité, et ça réapparaît toujours, justement. Il y en a qui font valoir leurs droits encore aujourd'hui, donc il faut faire attention aussi à tout ça dans la gestion, et c'est ça où je pense aussi les difficultés quand on veut mettre en place quelque chose, c'est faire attention à ce qui se faisait déjà dans le passé et éviter qu'on en arrive dans des dérives, et c'est assez complexe. Merci beaucoup. On voit qu'en en regardant le canal de Perpignan, on a une vision très riche de la situation de la ressource en eau ici dans ce département. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et puis Merci. rendez-vous au prochain épisode.